Salam alaikum. Alors, cette vidéo est dédiée pour les étudiants de 4e année génie informatique et 4e année informatique et gestion à l'école des hautes études d'ingénierie à Oujda. Alors, j'ai essayé dans cette vidéo, bien sûr, le module c'est les technologies .NET et la programmation .NET. C'est la première vidéo dans la série de l'ISP Core et je vais essayer de vous expliquer, soi-disant, l'architecture d'un projet ISP Core, les dossiers qui les constituent, les fichiers de configuration, etc. Tout ce que vous devez savoir en ce qui concerne l'architecture d'un projet ISP Core. Il reste à signaler que la famille Microsoft a passé vraiment par plusieurs versions. En ce qui concerne le développement web, ils ont passé de l'ISP vers la technologie ISPX qui a duré à l'environ de 8 ans d'importance. C'était une technologie très importante pour les développeurs .NET. Mais par la suite, ils ont passé vers l'ISP MVC. Vous savez très bien les avantages de l'MVC. Et si vous n'avez pas vraiment une grande idée en ce qui concerne l'MVC, le design pattern MVC, je vous invite à lire quelques documents qui sont disponibles sur Internet et qui sont vraiment très très intéressants, car la compréhension de design pattern est très importante pour la compréhension de l'ISP Core. Alors après l'ISP MVC, ils ont passé vers l'ISP Core MVC. Je vous ai déjà dit que lorsque vous écoutez le mot Core dans une technologie .NET, vous devez savoir trois choses. Il est open source, il est gratuit et il est multiplateforme, et aussi on peut même savoir ou bien parler un petit peu de la performance. La performance d'un projet ISP Core dépasse vraiment la performance d'un projet ISP MVC normal. Alors je vais commencer par la création d'un projet. Je suis en train d'utiliser Visual Studio 2019. Vous avez le droit de travailler avec d'autres versions. Je pense Visual Studio 2015 aussi peut accepter ce type de projet, mais pour 2013 c'est pas possible, 2015, 2017 ou bien 2010, 2019. Alors je vais créer un projet. Bien sûr, par la suite, le Visual Studio va me demander quel type de projet j'aimerais bien créer. Vous pouvez tout simplement taper ici ISP dans la barre de recherche pour afficher les applications ISP Core, .NET Core, non pas .NET Framework, .NET Core. Sinon, vous pouvez choisir dans le type de projet que vous êtes en train de travailler avec, web. D'accord? Et vous allez trouver application ISP Core. Ok. Alors, par la suite, c'est suivant. Après le choix du type de projet, je vais donner un nom à mon application. Alors, je vais la nommer premier projet ISP. Créer. Et une dernière interface dans laquelle ils vont me demander quelle version .NET Core j'aimerais bien utiliser. Pour moi, je vais choisir la dernière version 3.1. Je vais travailler avec .NET Core. Dans cette partie, l'authentification, tout ce qui est identity, tout ce qui est autorisation, tout ce qui est authentification, c'est une notion un petit peu avancée. C'est pour cette raison que je ne vais pas parler de cela dans cette partie. La configuration pour HTTPS, c'est obligatoire pour sécuriser un petit peu la communication entre le serveur d'une part et le client d'une autre part. Et je dois choisir application web model view controller, d'accord, MVC. Par la suite, nous allons peut-être travailler avec les API. C'est un MVC qui ne contient pas les vues, qui ne contient pas la partie présentation. Sinon, application web, c'est un projet ISP Core simple, mais j'aimerais bien travailler avec application web Model View Controller, chose qui va me donner déjà un projet prédéfini pour que je puisse travailler en respectant le design pattern MVC. Je vais cliquer sur Créer. Commençons par la partie la plus importante, c'est la partie de l'explorateur de solutions. C'est la partie dans laquelle Visual Studio va rassembler généralement tous les dossiers et tous les fichiers qui composent votre projet. Et je vais commencer par les trois dossiers Controller, Model et View. Alors, si vous avez déjà des notions en ce qui concerne l'MVC, vous savez très bien que l'MVC c'est un design pattern qui a l'objectif de séparer entre la présentation d'une part, la logique et tout ce qui est programmation d'une autre part, et du modèle d'une autre part, c'est la gestion de base de données ou bien la partie de données. Alors il sépare entre la présentation, entre les données, et entre la logique qui organise la liaison entre les données et les vues. C'est pour cette raison, le projet ISP crée pour cela trois dossiers différents, controllers,
Models et View. Alors, d'après leur nom, tous mes contrôleurs vont être mis ici, ce sont des classes. D'accord? Classe C#. Tous mes modèles dans ce dossier, des classes C#. Et tous mes vues sont là. Alors là, dans la partie vue, nous allons avoir des fichiers avec une extension un petit peu nouvelle, c'est cs.cshtml. Ça veut dire des fichiers qui sont composés un petit peu de C# et un petit peu d'HTML. En général, c'est pas un petit peu d'HTML, mais de plus d'HTML que le C#. Car parmi les notions que nous devons respecter en MVC, le code C# que nous allons voir par la suite, qui s'appelle les helpers ou bien il s'appelle les razors, ne doit pas contenir vraiment de la logique qui n'a rien à voir avec la présentation. Par exemple, tester par exemple si une personne est connectée ou non, on ne doit pas le faire dans la partie de vue, car ça n'a rien à voir avec l'affichage. Sinon, par exemple, si jamais nous demandons à la personne ou bien le développeur de créer une vue dans laquelle il affiche une liste des étudiants, sinon s'il n'y a pas d'étudiants, nous allons afficher il n'y a pas d'étudiants, un message. D'accord? Alors, c'est une logique ou bien c'est une programmation qui est liée directement à la présentation. C'est pour cette raison que je vous ai dit que généralement nous devons avoir plus d'HTML que du C# dans la partie de vue. Nous avons un fichier là de configuration qui s'appelle appsetting. Il est écrit en JSON. Alors JSON c'est généralement la même chose que XML, à l'exception qu'il est plus rapide en ce qui concerne la lecture. Et l'écriture, c'est la tendance. On travaille généralement maintenant avec des fichiers JSON. Alors, à dessin, vous allez trouver load hosts. Ça veut dire c'est la configuration en ce qui concerne les machines ou bien les clients qui sont autorisés à accéder à notre application web. Et là, on va dire étoile, ça veut dire tout le monde. Par la suite, je peux faire un deny pour empêcher un pays, par exemple, d'accéder à mon site web. Dans la partie de login, c'est le log. D'accord, le log, c'est les fichiers de journal. C'est la façon avec laquelle nous allons journaliser les erreurs, par exemple, ou bien les actions d'un utilisateur, etc. Et vous savez très bien que actuellement, dans tout ce qui est application web, le login ou bien le journal est un processus très très important pour détecter les sources de problèmes. Nous pouvons avoir par exemple un employé qui va faire quelque chose avec votre application, cliquez là, supprimer peut-être une personne et par la suite il va vous dire que voilà, je l'ai jamais supprimé, il s'est supprimé d'une façon automatique. Alors les journaux ils sont là, c'est l'objectif numéro 1. Nous pouvons les utiliser pour la première chose, c'est pour la traçabilité de cas loués. C'est pour la traçabilité. Nous pouvons aussi l'utiliser pour enregistrer la liste des erreurs, etc. Enfin, le login, c'est vraiment quelque chose de très très important dans notre application. Comme vous voyez, c'est tout pour le fichier de configuration. Par la suite, je vais passer vers le fichier programme.cs. Vous êtes bien sûr habitué à ce fichier dans la partie des applications desktop. C'est le fichier qui contient la fonction main. C'est le fichier qui contient l'entrée de votre application web. Alors là, généralement, le plus important dans tout ce fichier, c'est que c'est la fonction main, c'est l'entrée et c'est la sortie de notre application web. Et là, nous allons faire un appel à la fonction create_host_builder qui est juste là et qui va configurer notre projet en se basant sur un fichier qui s'appelle startup. D'accord? C'est tout ce qui est intéressant dans ce fichier. Et nous allons chercher maintenant le fichier startup. En fait, le code dans le fichier main ou bien le fichier programme n'est pas vraiment du tout intéressant, sauf lorsque nous voulons par la suite ajouter des configurations de haut niveau. Généralement, le fichier le plus utilisé par le développeur C#, c'est le fichier startup.cs. Alors, dans le fichier startup.cs, nous allons avoir tout ce qui est configuration de notre application web. Nous avons deux fonctions très très importantes. Bien sûr, nous avons le constructeur dans lequel ils vont injecter un objet qui s'appelle configuration. Ça, c'est un autre principe d'injection de dépendance que nous n'allons pas entamer dans cette vidéo, mais par la suite, Inch'Allah, nous allons parler de ça. Nous avons une fonction qui s'appelle configure services. Alors, dans configure services, ça veut dire que lorsque nous avons un service que nous voulons utiliser n'importe où dans notre application, un service, c'est tout simplement une classe. D'accord, qui va me servir à faire quelque chose. D'accord. Si j'aimerais bien travailler avec un service défini comme étant un service, je dois l'injecter dans cette partie. Par obligation, je vais vous donner un exemple. Si j'aimerais bien, par exemple, dans mon application, travailler avec les sessions, je suis obligé à un certain moment d'écrire
services.add session dans cette partie. D'accord? Si je le laisse comme ça, c'est tout simplement une injection de dépendance simple. Ça veut dire que dans tout mon projet, lorsque j'aimerais bien travailler avec la classe session, je ne dois pas me soucier de la façon avec laquelle la classe session a été instanciée. Généralement, concentrons-nous tout simplement sur cette petite définition et simple définition. La classe session est déjà créée par les développeurs C#, mais si j'injecte la classe session ici, je ne dois pas me soucier sur la façon avec laquelle nous allons créer la classe session ou bien instancier la classe session. C'est une injection de dépendance au niveau de projet. Elle est utile lorsque j'aimerais bien travailler avec la session dans tout le projet. Sinon, si j'aimerais bien travailler avec la session dans un et un seul contrôleur, ça veut dire dans une petite partie de mon projet, l'injection ne doit pas être faite ici. Alors, le fichier header, il est en relation directe avec la configuration de la totalité de votre projet et non pas d'un contrôleur bien précis. Service add session, c'est pour donner l'autorisation à mon projet de travailler avec les sessions. Alors, j'ai éliminé ce code maintenant, car par la suite, nous allons bien sûr détailler la partie de configuration de service lorsque nous allons parler des sessions. Alors, la fonction configure services, c'est une fonction qui va injecter ou bien qui va faire l'injection de dépendance, qui va prendre la charge de l'injection de dépendance. L'injection de dépendance, c'est le fait de pouvoir travailler avec des classes sans se soucier de la façon avec laquelle ils ont été instanciés. Passons maintenant à la fonction 2, la plus importante, c'est la fonction configure. Alors, dans la fonction configure, nous allons construire ce qu'on appelle le pipeline. Ou là, qui est aussi, ou là, tout simplement, c'est la façon avec laquelle notre protocole HTTP de communication entre le serveur et le client va être configuré ou bien va être rempli. D'accord? Vous savez très bien que lorsqu'un ordinateur, un serveur distant web aimerait bien parler avec un client, ou bien le contraire, un client qui aimerait bien parler avec un serveur, par exemple, envoyer un login et mot de passe, par la suite, le serveur va tester si le login et mot de passe se trouve vraiment dans la base de données. Cette communication va être réalisée en se basant sur un protocole qu'on appelle HTTP. D'accord? Nous pouvons travailler, bien sûr, juste pour titre d'information, nous pouvons travailler avec HTTP ou bien HTTPS. HTTPS, dit que c'est pas sécurité, mais plutôt SSL. Ça veut dire que nous allons travailler avec deux protocoles, HTTP et SSL. Ça veut dire que la communication entre le serveur et le client va être cryptée et non pas à l'air comme ça, non crypté. Avec HTTP, il n'y a pas de cryptage. Avec HTTPS, SSL, il y en a des cryptages. Alors tout simplement, si j'aimerais bien expliquer cette partie, lorsque je dis cryptage, ça veut dire que même si la communication entre vous et le serveur est aspirée par une autre personne, d'accord, man in the middle, une personne qui est entre vous et qui est en train de lire vos messages, malheureusement, il ne sera pas capable de détecter le contenu du message échangé entre vous et le serveur. Si cette information, c'est tout simplement votre nom et prénom, il n'y a pas de problème. Mais si jamais l'information est votre mot de passe ou bien votre numéro de carte bancaire avec le code de votre carte bancaire, alors là, le niveau de cryptage doit absolument être intégré au niveau de votre HTTP. Alors, revenons au protocole. Vous savez très bien, je ne sais pas si vous le savez ou non, mais par exemple, lorsque j'aimerais bien envoyer un email à une personne, je vais travailler avec un protocole qu'on appelle SMTP. Lorsque j'aimerais bien envoyer un fichier à une personne, je vais travailler avec un protocole FTP. Alors, l'échange entre serveur web et un client, ça veut dire un navigateur, il se fait avec un protocole qui s'appelle HTTP. Et dans cette partie, nous allons construire notre protocole HTTP. Vous allez le voir comme étant un moyen de transport, comme un bus, et que vous êtes en train d'ajouter des informations dans ce bus avant de l'envoyer. C'est tout. Alors là, pour les tests que nous sommes en train de faire, c'est if environment is development, ça veut dire si l'environnement est un environnement de développement, ça veut dire si vous êtes en train encore de programmer votre application, mais elle m'attache au niveau de la production, vous allez utiliser exception page pour le développeur. Ça c'est clair, d'accord? On n'a pas le droit d'afficher un message de détail pour une personne. Allez, je vais vous expliquer avec un exemple. Je vais aller vers le contrôleur, home controller. S'il vous plaît, négligez complètement cette partie. Qu'est-ce qui se passe? Je vais tout simplement, dans cette fonction, injecter ou bien lever une exception avec la syntaxe new
exception. D'accord? Alors là, F5. Le projet va être débugué par la suite. Il va être lancé. Alors là, j'aimerais bien vous signaler la différence entre CTRL F5 et F5 tout simple. Alors, ce que je fais dans cette fonction, c'est tout simplement d'essayer de lever une exception sans condition, lever une exception à 100%, cette exception va être levée, et tester qu'est-ce que nous allons afficher au niveau de navigateur. Vous allez voir que malheureusement, le détail du message va être affiché. Ça veut dire la ligne de l'erreur, le fichier de l'erreur, etc. Ce sont généralement des informations qu'on n'aime pas partager avec les utilisateurs simples. Un client qui se connecte avec votre site web et que vous affichez dedans que voilà, il y a une erreur au niveau de Home Controller dans la ligne 22 par exemple, ou bien dans la ligne 23. C'est une information que nous ne devons pas partager avec n'importe qui. Alors là, j'ai lancé mon projet en se basant sur le bouton F5 seul. Le bouton F5 seul. Alors, comme avec les exceptions de système ou bien les exceptions d'application desktop, le débugger va jouer son rôle et il va m'afficher l'exception. Alors, lorsque je lance mon projet en se basant sur la fonction F5 ou bien sur le bouton F5, le projet va être lancé avec debugger, avec détection d'erreur. Sinon, si je le lance avec CTRL F5, l'erreur va être détectée par le système, mais heureusement, cette fois-ci, le système ne va pas catcher l'erreur, mais il va m'afficher ça va passer au niveau de navigateur. Alors, هنا هو كيقول لي بلي عندك exception thrown, la ligne 23 dans mon contrôleur. Alors, des informations qui sont vraiment très très importantes vont être affichées. Query, si par exemple je suis en train de travailler avec une base de données, les cookies utilisés, les headers, des informations très très importantes, le routing, etc. Enfin, dans cette partie, je dois vraiment faire attention car une personne simple ne doit pas voir exactement cette page d'exception. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais essayer de changer mon environnement vers un environnement de développement, plutôt de production, je m'excuse, et je vais lancer mon projet par la suite. Alors, pour le faire, clic droit sur votre projet, propriété, et là, dans la partie build, je pense, voilà, ASP.NET Core environnement, il est mis en développement, par exemple stage. Entrée, voilà. Alors là, je vais essayer de lancer mon projet une deuxième fois. Alors, CTRL F5. Alors voilà, affiché le menu ID. C'est une page simple dont le code HTML est partagé avec vous. Vous pouvez trouver le code dans cette partie Views, Shared, dans la partie error.crs HTML, vous allez trouver tout le code. Voilà, j'ai essayé d'éliminer tout cela avec error. CTRL S par exemple. Voilà. D'accord? Alors là, vous pouvez écrire par exemple une erreur 404, 405, vous pouvez vraiment modifier le message d'erreur que vous avez affiché à votre utilisateur, et bien sûr, vous ne devez pas afficher un message technique, un message qui va donner vraiment le détail de ce qui se passe en arrière-plan dans votre projet. Maintenant, revenons à nos moutons, et pour le faire, je vais premièrement voilà, modifier variable d'environnement, contrôleur. Alors on était dans la partie startup.cs. Alors là, si l'environnement est développement, je vais utiliser la page d'exception développeur. Sinon, je vais utiliser la partie home error. D'accord? Ou bien je vais être redirigé vers home error. La syntaxe par la suite, nous allons voir le détail de séparation entre le contrôleur et l'action. Par exemple, nous avons la fonction, par la suite, nous avons la fonction app use https redirection. C'est une fonction qui va imposer à votre HTTP de se transformer en une requête HTTPS par obligation.
D'accord? Alors, si vous voulez bien sûr garantir la sécurité totale, vous pouvez par exemple dire à une personne que voilà, mon site web c'est hui.ma. Lorsqu'il entre sur Internet, il va taper http www.ehui.ma entrée. Alors, si la redirection HTTPS n'est pas imposée, il va travailler avec le protocole HTTP. Sinon, avec cette façon, nous allons le rediriger vers https www.ehui.ma. Et pour cela, ou bien c'est grâce à cela que nous allons imposer un niveau de sécurité un petit peu élevé au niveau de la communication entre serveur et votre client. App Use Static File, c'est une fonction très très importante et qui peut par la suite vous causer des problèmes de sécurité élevés. C'est dans la partie où tous vos fichiers statiques, je parle bien principalement sur les pages HTML statiques ou bien sur les images ou bien les vidéos, peuvent être visités directement par un lien. Par exemple, si vous entrez sur Facebook, vous trouvez une image, clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, l'image va être affichée. D'accord? Alors là, si vous allez éliminer cette fonction Use Static Files, ça veut dire que les fichiers statiques de votre application ne seront pas servis. Alors si la personne, par exemple, essaye d'afficher votre image directement par un lien, il va recevoir une erreur. Use Routing, ça veut dire que nous voulons travailler avec le routage, et le routage, son résumé est dans la partie pattern. Là, nous voulons dire à notre HTTP que nous allons travailler avec le principe de routage. Le principe de routage, c'est la façon avec laquelle, ou bien, c'est la façon avec laquelle nous allons donner une route à notre requête. Comme un routeur, la différence entre un routeur et un hub, c'est que le hub, lorsqu'il reçoit un message, il le transmet à tous les ordinateurs liés. Et par la suite, l'ordinateur qui va recevoir le paquet, il va tester si l'adresse de destination est son adresse ou non. Si c'est son adresse, il va recevoir le paquet, sinon il va le rejeter. Le routeur, non. Mais chez Kimmelhub, il peut dessiner la route correcte de votre paquet. Ça veut dire si vous envoyez votre message à un PC, par exemple PC numéro 5, le message va être dirigé directement vers le PC numéro 5. Et c'est dans cette partie que nous allons utiliser le mot use routing ou bien le mot routage. Alors le routage, c'est tout simplement la façon avec laquelle nous allons dire à notre projet ASP Core que lorsque l'utilisateur tape ce lien, quand vous le tape, c'est pas forcément taper, il peut par exemple cliquer sur un lien qui est le menu, etc. Mais lorsque le client généralement essaye d'accéder à un lien bien précis, essaye de le prendre à ce fichier ou bien cette page appelant la page HTML actuelle. D'accord? Alors le principe de routage, c'est la liaison entre l'URL et entre une partie affichable dans votre application. Le routage des objectifs d'IRO sont différents. Nous avons premièrement le premier avantage, c'est que les liens vont être vraiment plus adaptés à la lecture d'un utilisateur simple, mais comme les extensions, etc. Alors votre lien va donner plus de sûreté à l'utilisateur. Et bien sûr, le deuxième avantage de travailler avec le routage, c'est pour les SEO, les moteurs de recherche qui vont facilement comprendre de quoi il s'agit dans votre projet. Car généralement, nous pouvons créer des classes avec des noms très très compliqués. D'accord? Des dictionnaires de données ou bien la définition des noms des classes, etc., les abréviations, c'est tout simplement pour donner la possibilité à une autre personne de comprendre les noms de notre classe. Nous ne pouvons pas le faire avec Google ou bien Yahoo, mais sinon, si nous pouvons offrir un mécanisme dans lequel nous pouvons lier un URL X qui n'a aucune relation avec le nom de la classe technique, avec une classe. D'accord? Nous allons donner ou bien nous allons garantir que le moteur de recherche va comprendre facilement notre lien. Et lorsque je dis comprendre facilement votre lien, ça veut dire que votre site web va être référencé plus rapidement par rapport à un site web qui ne le fait pas. App Use Autorisation, c'est les autorisations. Si une personne a le droit d'accéder à une page ou non, généralement dans le premier TP, nous avons le droit d'éliminer cette ligne car nous n'allons pas travailler avec ça actuellement. C'est jusqu'au nous allons travailler avec ça lorsque nous allons arriver à la partie Identity, à la partie d'authentification, login et mot de passe. Et la dernière fonction, dans le middleware ou bien dans le pipeline, c'est app use endpoint. C'est dans laquelle nous allons faire un map, la liaison entre l'URL
et un contrôleur bien précis. Alors pour vous expliquer, les liens chez ASP Core par défaut se composent de 3 actions. Contrôleur slash, action slash et ID. Ça veut dire que l'ID il est optionnel. D'accord, point d'interrogation, ça veut dire que l'ID il est optionnel. C'est pour cette raison, si vous remarquez dans cette partie, c'est slash home slash error. Alors slash home c'est le contrôleur. D'accord? Slash error, c'est l'action ou bien la fonction qui se trouve dans home. Voilà, je vais consulter le fichier home controller. Alors, home controller, dedans, je vais trouver une fonction qui s'appelle error. Dedans, je vais trouver une fonction qui s'appelle error. Alors maintenant, je vais revenir vers le startup.cs. Et alors, si jamais vous trouvez un URL qui se compose de 3 parties séparées par 2 slash, séparées par des slash, la première partie, c'est le contrôleur, la deuxième, c'est l'action, la troisième, c'est l'id. Si vous trouvez un lien avec 2 parties, la première, c'est le contrôleur, le deuxième, c'est l'action, l'id est facultatif grâce à ce point d'interrogation. Si vous trouvez une seule partie, ça veut dire que c'est le contrôleur. Pourquoi? Car ils ont mentionné que si l'action n'est pas saisie par l'utilisateur, nous allons travailler avec index par défaut. Ça veut dire la fonction index. Et la même chose pour le contrôleur. Ça veut dire si jamais l'utilisateur essaie d'entrer à votre site web par un lien ou bien en tapant. S'il tape /home/index, ça veut dire qu'il veut entrer dans la fonction index qui se trouve dans le contrôleur home. S'il tape par exemple add 5, ça veut dire qu'il a une fonction qui s'appelle add5, qui prend en paramètre un entier qui s'appelle id, c'est le 5, dans le contrôleur home controller. Si par exemple nous avons home, tout simple, ça veut dire que je vais entrer au contrôleur home et à l'action index. Pourquoi? Car ils ont déjà dit que si l'action n'est pas mentionnée, je vais accéder à index. Et par la suite, nous avons le droit même d'essayer à accéder en tapant tout simplement un slash. Alors par défaut, le contrôleur c'est home et l'action c'est index. C'est ce que nous allons essayer de tester maintenant. CTRL S. Alors home controller, je vais essayer d'éliminer cette exception. Voilà. CTRL S et CTRL F5. Voilà. Alors vous allez le marquer avec moi, home/index. Le même résultat. Home toute seule. Le même résultat. Sans rien saisir. Le même résultat. Ça veut dire que je retourne toujours le même résultat graphique lorsque j'ai tapé slash tout seul, slash home tout seul, slash home slash index toute seule. D'accord? Alors là, c'est l'explication que j'ai déjà parlé, que j'ai déjà expliqué dans la partie startup lorsqu'ils étaient en train de travailler avec ou bien de mentionner le pattern de nos liens. Enfin, si par exemple un jour on vous demande de créer un affichage quelconque, par exemple si l'utilisateur tape étudiant / liste et vous allez afficher par la suite la liste des étudiants qui se trouvent dans une base de données, vous devez savoir que impérativement vous devez créer un contrôleur qui s'appelle étudiant et dedans vous devez créer une fonction qui s'appelle liste par obligation pour pouvoir réaliser cela. D'accord? Alors espérons que j'ai essayé de vous donner ou bien que je vous ai donné l'explication nécessaire ou bien ce que vous avez vraiment actuellement besoin de comprendre. D'accord? Car par la suite, dans la fonction configure ou bien configure service, nous allons faire quelques modifications. Mais généralement, je pense que c'est le nécessaire actuellement pour nous tous pour pouvoir commencer à réaliser un TP simple. Alors, je vais essayer de réaliser un TP dans lequel, si par exemple je tape test/hello, je vais afficher un message hello. Si je tape test/show/5, je vais afficher vous avez saisi 5. Si je tape par exemple test/add/5/6, je vais afficher l'addition de 5 et 6 et 11. Si par exemple je tape test/save
name, je vais essayer d'afficher un formulaire qui comporte un nom de input type texte, etc. avec un name, et je vais essayer de récupérer avec la même fonction. Alors la première chose que nous allons faire, c'est que nous devons créer un nouveau contrôleur vide. Contrôleur, ajouter contrôleur. Alors nous allons par la suite actuellement commencer par des contrôleurs invisibles. Le nom de mon contrôleur c'est test. Voilà, c'est le nom de contrôleur, ajouter. Pour la première fois, vous devez être connecté à Internet par obligation. Vous devez vous concentrer sur la définition qu'un contrôleur ne doit pas comporter un accès direct à la base de données et ne doit pas comporter un accès à l'affichage. Un affichage d'une balise H1, H2, table, UL, etc. Et je ne dois pas trouver dedans aussi un accès direct à une base de données select étoile, par exemple, des requêtes SQL, purement SQL, un accès direct à une base de données. Alors là, il m'a créé généralement une fonction qui s'appelle index. Je ne suis pas intéressé par cette fonction. Je vais créer une fonction qui s'appelle, alors revenons à startup, qui s'appelle hello. Alors voilà, hello. Alors pour afficher un message bonjour, il n'y a aucun traitement à faire. La mission dial controller jusqu'à l'instant est terminée. D'accord, il n'a rien à faire. Pour afficher hello, j'ai pas besoin d'une boucle, j'ai pas besoin d'un if. Par exemple, je vous ai pas dit que, par exemple, si le client est français, afficher bonjour, s'il est américain, afficher hello, etc. J'ai pas entré dans le détail. Enfin, le contrôleur, généralement, met une mission dans l'affichage de cette action, mais il est obligatoire. Un contrôleur est le seul fichier obligatoire dans le design pattern, ou bien dans le circuit MVC, il est obligatoire. La vie, nous pouvons la négliger à un certain moment si par exemple je suis en train de travailler avec API qui retourne tout simplement des données JSON sans affichage. Le modèle, si je suis en train de travailler avec une page statique, peut être négligé aussi. Mais le contrôleur, on ne peut jamais le négliger. D'après son nom, c'est lui qui contrôle la communication entre la vue et le modèle. Alors, je vais rien écrire dans cette partie, il n'y a pas de code à injecter, mais je vais retourner une view. D'accord, alors là, le contrôleur va nous dire, voilà, que je suis en train de travailler avec une vue qui s'appelle, nous allons voir son nom par la suite, et que je vais afficher directement sans rien passer comme information à cette vue, etc. Alors, vous devez savoir que l'affichage d'un message hello m'affiche un accès à la base de données, c'est pour cette raison que je ne parle pas de modèle, m'affiche une logique, c'est pour cette raison que je ne suis pas en train de parler à le contrôleur. C'est tout simplement un affichage d'une page simple. Alors, return view, ça veut dire que la mission de contrôleur a terminé. Vous savez très bien que la fonction return, c'est une fonction qui retourne, c'est vrai, mais c'est un classe de fonction. Elle va arrêter le fonctionnement de la fonction, ou bien le traitement de la fonction. Alors, généralement, elle doit être faite à la fin de la fonction. Enfin, maintenant, dans cette ligne, je veux dire que voilà, le contrôleur va passer la main à la vue pour afficher ce qu'elle doit afficher. Alors, pour respecter les normes, respecter les conventions de nommage. Si j'aimerais bien travailler sans aucun problème et j'aimerais bien afficher hello, ce que je dois faire, c'est que dans le dossier views, je vais créer un nouveau dossier, d'accord, qui s'appelle test. Alors un fichier qui a exactement le même nom de contrôleur et dans lequel je vais créer un nouveau fichier, une nouvelle vue, d'accord, le nom d'elle est hello. D'accord, le principe elle est simple. Si je tourne une vue sans paramètres, la vue sans paramètres, sans configuration, le système va chercher un fichier qui s'appelle hello.cshtml dans le dossier views, dans un dossier qui s'appelle test. Alors pour chaque contrôleur, je dois avoir un dossier dans le dossier views et pour chaque action, généralement, si c'est une action qui demande vraiment un affichage, par exemple la fonction ou bien l'action de suppression ne demande pas un affichage. Généralement, chaque action qui est liée à un affichage bien précis doit avoir un fichier avec le même nom de cette action, plutôt de cette fonction. Alors je peux le faire comme ça, tout simplement, dire hello. Alors là, il va me créer une page qui s'appelle hello CSHTML dans le dossier test. Voilà, hello CSHTML. Maintenant, je vais écrire hello. Je t'en oublier, ça, c'est pas quelque chose de général. Je vais écrire bonjour. D'accord, je vais changer. Alors bonjour. Voilà, CTRL F5.
Alors, pour accéder à un contrôleur ou bien à ma vie, slash test, entrée, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Car la fonction index n'existe pas. Et donc, lorsque je précise pas le deuxième paramètre, c'est index par défaut. Moi, je n'ai pas de fonction qui s'appelle index dans le contrôleur test. J'ai tout simplement la fonction L. Alors voilà, c'est bonjour. Alors j'ai pu accéder à ma vie en se basant sur ce principe. Le principe, il est simple. Vous devez réfléchir en ce qui concerne soi-disant, un lien bien précis, un URL. Par la suite, vous devez diviser cette URL. En fait, c'est un petit peu injecté. En fait, c'est le nom de contrôleur que nous devons connaître. Nous devons connaître le nom de contrôleur, non pas le nom de l'URL. Mais comme un début, vous devez imaginer un URL qui va vous permettre d'accéder à cette vue. Il est séparé en 3 paramètres grand maximum actuellement, car par la suite, nous allons ajouter un 4e. Et généralement, le premier paramètre, c'est le contrôleur. Le deuxième, c'est l'action. Et le troisième, s'il est précisé, c'est le paramètre ID. Et c'est ce que nous allons essayer de faire dans la deuxième question. Test show 5. Alors, toujours dans le contrôleur test, je dois avoir une fonction qui s'appelle show et qui va prendre en paramètre un entier ID. Revenons à test contrôleur. Alors, je vais copier tout simplement cette fonction pour ne pas perdre de temps. Réutilisation de code. CTRL V. Alors là, je vais mentionner la fonction show. Je vais passer un paramètre int id. C'est très très simple. D'accord? Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment pouvoir afficher cette idée dans la vue. Ça veut dire comment pouvoir envoyer cette idée vers la vue. En fait, avant de poser cette question, nous devons poser la question, est-ce que j'ai un traitement à faire? Est-ce que j'ai une opération arithmétique à faire? Est-ce que par exemple j'ai une boucle à utiliser, une condition à utiliser? Les réponses et toutes les réponses doivent être non, car tout simplement j'aimerais bien récupérer l'idée et il est récupéré grâce à cette syntaxe, c'est tout simple, et j'aimerais bien l'afficher comme il est, sans aucune opération arithmétique. Ça, actuellement, même dans cet exercice ou bien dans l'action numéro 2, la mission de contrôleur n'est pas obligatoire. D'accord? Il n'y a pas de mission pour le contrôleur, à l'exception qu'il va nous afficher la vue. Alors, pour pouvoir communiquer entre le contrôleur et la vue, j'ai le choix de travailler avec 2 variables. Soit que je travaille avec la variable viewback, soit que je travaille avec la variable viewdata. Tout manière, ce que tu veux, les 2 variables, ce sont un moyen de communication entre contrôleur et vue. Contrôleur, lorsqu'il veut envoyer une information vers la vue, il doit le faire soit via viewback ou bien via viewdata. Généralement, dans la documentation MSDN, il préfère viewdata car elle est plus rapide par rapport à viewback, mais pour transmettre une information de type si je ne vois pas un problème si on travaille par exemple avec viewback. Mais si c'est une collection pleine d'informations, enfin, on préfère travailler avec viewdata dans cette partie. Alors l'échange d'informations, c'est comme l'échange d'informations entre fonctions en fonction. Il y en a des lois à respecter. F1 a déclaré ou bien a fait un calcul, elle doit appeler F2 et elle doit passer l'information à, par exemple, la variable A à la fonction F2. Il y avait des points, il y avait des lois à respecter. On pouvait, par exemple, poser la question, est-ce que le passage doit être fait par valeur ou bien par référence? Enfin, quand il y a une façon de transmettre une information de F1 à F2. Enfin, ce que je vais partager avec vous actuellement ou bien maintenant, c'est la façon avec laquelle un contrôleur peut partager l'information avec une vue, tout simplement. Alors, si jamais le contrôleur a récupéré une information, a fait un calcul, a récupéré des informations de la base de données en utilisant un modèle, pour passer ces informations à la vue, nous avons 2 solutions. Soit viewback. Alors, viewback, là-bas, il y a déjà c'est viewback, back, valise. La valise de view. Ça veut dire, tu viens de la view, tu vas prendre quelque chose avec toi. Et nous avons view data. Et dans ma partie, je vais travailler avec viewback. Je vais partager les 2 codes. Alors, viewback.id reçoit id. C'est tout simple. J'ai créé une variable qui s'appelle id dans le viewback de la vue et j'ai passé la valeur id passée en paramètre. Je peux travailler avec viewdata, juste la syntaxe elle est un petit peu différente. Viewdata, je m'excuse. Viewdata, et là c'est id
reçoit ID. Voilà, c'est presque la même chose. Alors, je préfère maintenant ViewBag. Je vais éliminer cette partie. Oh, je m'excuse. La partie de ViewData. Voilà. Alors, la mission de notre contrôleur a terminé. Hein? J'ai créé une variable qui s'appelle ID dans le ViewBag et qui prend en paramètre, ou bien qui a comme valeur, la valeur du paramètre récupéré précédemment par notre action show. Et je vais passer directement vers la vue. En fait, pour ne pas refaire à chaque fois le même travail, créer un dossier, créer un fichier, par exemple, maintenant, le dossier test existe déjà. Ce que je dois faire maintenant, c'est tout simplement créer une vue, etc. Alors, pour ne le faire à chaque fois à la main, je peux faire un clic sur la fonction elle-même et clic droit et cliquer sur ajouter une vue. Le système, par défaut, il va me proposer le nom de la vue show. Et je clique sur ajouter, le système va me créer la fonction, ou bien l'action, ou bien, je m'excuse, la vue show dans le dossier test. C'est-à-dire la vue show dans le dossier test. Alors là, je vais afficher, vous avez saisi votre numéro, par exemple, votre numéro, et pour afficher l'information dans ViewData, c'est arrobas ViewData. Ah, je m'excuse, je travaille avec ViewBag. ViewBag.it. Voilà, c'est tout simple. Alors revenons dès le premier en se basant sur cette syntaxe. D'accord, sur cette syntaxe dans Startup. D'accord, j'ai pu récupérer un paramètre qui s'appelle ID dans la fonction show dans le contrôleur test. Après la récupération, j'ai envoyé l'information ID dans le ViewBag vers la vue pour que je puisse l'afficher dans la vue. Et dans le show, votre numéro est @viewbag.it. Le nom de variable, c'est le même nom que je vais utiliser pour l'affichage. CTRL F5. Nous allons tester test/hello /test/hello, ça marche, et /test/show /5 par exemple. 55. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième fonction. En contrôleur startup. La deuxième fonction, je vais faire un test add 5-6 de paramètres. D'accord? Alors automatiquement, ça marche pas du tout dans mon projet. Et je dois créer un nouveau paramètre. D'accord? Je vais vous montrer qu'est-ce qui va passer exactement. De toute façon, l'objectif c'est afficher dans une vue que la somme de 5 et 6 est 11. C'est ça l'objectif généralement, ça veut dire récupérer 5 et 6, faire un calcul arithmétique généralement dans le contrôleur et envoyer la valeur de 5, la valeur de 6 et la valeur de la somme pour et vers la vue. Alors ce que nous allons faire est simple. Je vais copier cette fonction. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Comme nous avons déjà fait, c'est int id2. Alors le premier problème que vous allez être confronté avec, c'est qu'est-ce que nous allons nommer, le deuxième paramètre. Le premier, on l'a nommé id à cause ou bien grâce, et en respectant la norme d'ISP-Core dans le pattern, mais le deuxième, c'est id2. Comment le système va savoir que c'est vraiment le deuxième paramètre passé dans l'URL, dans le lien. Alors là, je vais essayer de faire test/add/ Alors là, est-ce que j'ai changé le nom de la fonction? Oh là, je m'excuse. J'ai une toute petite erreur. Je dois changer vers add. Alors voilà, /test/add/5/6. Entrée, le système va m'afficher la même erreur que j'ai déjà commis avec index lorsque j'ai oublié index, c'est qu'il n'arrive pas à lier ou bien faire une liaison de routage. Cette page, erreur 404. Il n'arrive pas vraiment à faire la liaison entre votre URL que vous avez déjà tapé et le système d'URL ou bien le système de routage de projet ASP. Le problème, il réside tout simplement dans le fichier startup.cs, dans cette partie. Si j'ajoute ici id2,
point d'interrogation, la solution va être, ou bien le problème va être résolu. Je m'excuse. Alors voilà, slash test, slash add, slash 5, slash 6. Voilà. D'accord. Nous allons savoir pourquoi l'erreur a été affichée, mais pas en instant. D'accord. Alors, premier projet en privacy, c'est le message d'erreur de l'environnement stage. Ça veut dire que peut-être Google accepte development d'une façon erronée. Alors, pourquoi la page? Oui, page ASP, je m'excuse. Voilà, ah oui, development, ok. CTRL S. Normalement, je vais afficher l'erreur, mais plutôt la page d'identification d'erreur. La page d'erreur, je vais tester maintenant si ça marche. Alors, the view add was not found. Le view add n'est pas encore trouvé, c'est ça l'erreur. Alors là, généralement, cette méthodologie est un petit peu déconseillée. Généralement, lorsque nous travaillons avec des frameworks, il y a une règle principale à respecter. On ne doit pas la respecter à 100%, mais on doit essayer de la respecter. D'accord, le grand maximum possible, c'est qu'il ne faut jamais toucher à leur magie pour qu'ils ne touchent pas votre magie. عمرك ما توشي لا ماجي ديالهم والسحر ديالهم الخدمه اللي كيديروها باش ميبقاوش من بعد يضيعوا لك الخدمه ديالك. فجينيرالمون tout ce qui est déjà paramétré avec un framework, si nous pouvons nous empêcher à le modifier, c'est impeccable, d'une façon directe bien sûr. Alors, je vais retourner à mon fichier startup, le code qui me id, voilà. Et si tout simplement une seule action dans tout mon projet a besoin de travailler avec deux paramètres, la question qui se pose, pourquoi je modifie le pattern du projet entier? Là, nous allons passer vers la deuxième méthode de routage, ou bien la deuxième façon de routage, c'est en se basant sur la notation route. Alors, dans cette partie, je vais dire, je m'excuse, au système, que si l'utilisateur tape test slash add slash id, nous pouvons même modifier a slash b. Alors vous voyez que je ne vais pas ajouter les points d'interrogation, ça veut dire que maintenant ces paramètres sont obligatoires. Maintenant je vais passer a et b. D'accord? Alors je demande au système que lorsque l'utilisateur vous saisit ou bien vous tape test slash add slash un numéro, un paramètre, tu vas récupérer la valeur de A et la mettre dans la variable A, la valeur de B et la mettre dans la variable B. Alors, c'est normal qu'il va avoir une erreur dans cette partie. Alors maintenant, j'ai un petit peu de logique dans la partie de contrôleur. Le contrôleur maintenant est assez logique et compréhensible. La mission d'Elubaina, c'est qu'il doit faire la somme ou bien calculer la somme de A et B. Viewbag A. Je vais transformer déjà A et B, bien sûr. Et viewback somme. Et la somme, bien sûr, c'est A plus B. Et je vais aller vers la vue qui n'est pas encore créée. Ajouter une vue, add, ajouter. Les informations sont transformées en viewbag sous le nom A et B et somme. Et j'aimerais bien afficher la somme de A et B et somme. Alors là, somme de @viewbag.a et @viewbag.b et @viewbag.somme. CTRL S, je lance mon projet. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Slash test slash add slash 5 slash 7. Entrée, et voilà, la somme de 5 et 7 est 12. On aura par exemple un autre numéro. Voilà, le calcul il est correct. Voilà.
Alors là, j'ai pu travailler avec une fonction simple qui ne fait rien, qui ne prend aucun paramètre, avec une fonction avec un seul paramètre, avec une fonction qui prend deux paramètres, la récupération, la somme, etc. Et l'affichage, bien sûr. Nous avons vu la façon avec laquelle nous pouvons envoyer une information d'après le contrôleur vers la vue, et c'est une chose très très importante dans le cursus MVC, ou bien dans le design pattern MVC, car généralement, le contrôleur va faire des traitements, d'accord, et nous devons envoyer le résultat de ces traitements à la vue pour qu'elle puisse les afficher. Pour la dernière partie, l'affichage des formulaires, je vais arrêter sur ce point, et je vais terminer le TP dans une autre vidéo. Merci pour votre attention.